Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Damien pour la chaîne de podcast Parlons Zen et je suis aujourd'hui avec Eva. Bonjour Eva. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons aborder quelque chose que tu as vécu durant plusieurs années. On va avoir l'occasion d'en parler un petit peu après, qui est l'agoraphobie. Donc tu as été agoraphobe pendant un certain nombre d'années, pendant 4 ou 5 ans je crois, quelque chose comme ça. Ouais, tout le processus a pris même 7 ans, je dirais. Ah oui, d'accord, On va bon. dire cinq ans enfermés, 5 ans vraiment d'agoraphobie pure et 2 ans, on va dire, de processus vers la guérison. D'accord, mais qui font encore partie de la pathologie, si j'ose dire quoi. Voilà, Ok. Alors avant qu'on démarre, Eva, tu as 25 ans et tu vis dans le Vaucluse et tu es naturopathe de métier. exactement. Très bien. Alors bah, écoute, ma première question, qu'est-ce que l'agoraphobie? Alors, donc, l'agoraphobie, dans son sens le plus propre, c'est la peur des lieux publics ou la peur de la foule. Mais Ouais. c'est pas exactement ça, ça s'exprime, on va dire que c'est vraiment le sens large de la pathologie agoraphobe, mais ça s'exprime vraiment de différentes manières selon les personnes. Il y a des personnes qui vont avoir peur juste des supermarchés, d'autres des restaurants, d'autres vraiment des lieux publics, etc. Moi, chez moi, j'ai eu une agoraphobie vraiment, vraiment très handicapante et invalidante, je pense au plus haut degré de ce que je pouvais avoir. Mhm. C'est-à-dire que donc mon agoraphobie, elle s'exprimait où je ne pouvais pas du tout sortir de chez moi. Et je suis arrivée aussi à un certain moment, à un stade où je ne pouvais pas sortir du tout de ma chambre. D'accord. Donc j'avais vraiment même la peur d'aller dans mon salon, la peur de... Je vivais à l'époque en fait chez mes grands-parents, à l'étage de chez mes grands-parents. J'avais même peur de descendre juste quelques marches pour aller chez mes grands-parents. D'accord, donc c'était vraiment profond, quoi, et assez grave même, si j'ose dire. Voilà. Voilà, donc j'avais après voilà, c'est vraiment, selon les agoraphobes, c'est vraiment en fait un terme un peu, brouillon et poubelle où on classe beaucoup de gens là-dedans, mais ça dépend vraiment des personnes. D'accord. Avant qu'on passe à la question suivante, je voulais te demander si c'est venu progressivement ou si ça a été un choc et ça s'est fait d'un seul coup, ton agoraphobie. Alors d'un seul coup. Alors j'avais un terrain anxieux, donc voilà, j'étais une petite fille qui était, assez anxieuse, mais c'est vraiment venu du jour au lendemain. D'accord. Ok. Donc du jour au lendemain, on peut passer d'une vie à peu près normale, on va dire sociale, avec un peu d'anxiété, à agoraphobe, à un état assez grave, à ne plus bouger de chez soi, à ne plus sortir, quoi. Exactement, Oui, exactement. ça fait flipper. Ça fait un peu flipper. Oui, pardon, tu voulais ajouter quelque chose? Ben, donc voilà, raconter donc comment je suis devenue agoraphobe du jour au lendemain en fait. Donc moi j'ai vécu une enfance heureuse donc dans le Vaucluse. J'avais voilà un petit souci d'anxiété mais pas non plus dramatique. Mes parents ne se sont jamais inquiétés à ce niveau-là. Je suis partie vivre avec mes parents à l'âge de 11 ans sur l'île de Saint-Martin dans les Antilles Mhm. et je suis revenue à mes 16 ans. Et en fait, je suis tombée dans l'agoraphobie le lendemain en fait de mon déménagement en France, de la deuxième fois en fait où je me suis expatriée. Donc j'ai vécu plusieurs choses en fait à Saint-Martin, je pense, qui ont été déclencheurs et déclics de ça. Mais D'accord. vraiment, je suis revenue donc le 10 août 2011 en France. Mhm. Et le 9 août 2011, j'allais voir mes copines. J'avais passé une super soirée de départ. On était partis en boîte de nuit. Aucun souci à ce niveau-là, vraiment aucun souci. On a pris l'avion avec mes parents. On est rentré en France. Et le lendemain, en fait, donc le 11 août exactement, le temps du voyage, le 11 août, on est parti au supermarché avec ma mère. Et en arrivant en fait au supermarché, crise d'angoisse comme pas possible. Mhm. Vraiment une très, très, très grosse crise d'angoisse. Heu, Dans le supermarché où j'ai été obligée de sortir du supermarché. On est rentré à la maison et ça a été en fait crescendo. Crescendo de jour en jour où je faisais des crises d'angoisse tout le jour, tout le jour, tout le temps, plus réussir à sortir et mon périmètre en fait de sécurité a commencé à se rétrécir de plus en plus. D'accord. Mais alors c'est qu'il s'est passé quelque chose au supermarché ou alors qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que d'un seul coup, en quelques jours, tu puisses devenir agoraphobe alors?
Ben, je pourrais pas vraiment dire. Je pense que ça a été vraiment le choc émotionnel du retour en France parce que, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'on est rentré très rapidement en France. En 3 semaines, en fait, mes parents avaient pris la décision de rentrer et parce que, voilà, au niveau professionnel, pour eux, ça ne marchait plus sur Saint-Martin. Donc du coup, ils ont dit: «Il faut qu'on rentre en France, sinon c'est plus possible». Et je pense que ça a été vraiment le choc émotionnel de quitter à 16 ans mes amis, mes copines, mon île, de rentrer en France, ça a été, trop grand, en fait, comme choc et j'ai pas supporté. Je ne voulais pas être là, donc du coup, en fait, je pense que quelque part, vu que je ne voulais pas être là, je ne pouvais pas sortir, en fait. D'accord, d'accord. Ouais, ok, assez impressionnant. Donc suite à un choc émotionnel, un départ depuis l'île de Saint-Martin, quoi, pour un retour en France. Exactement, Ok. exactement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la période durant laquelle tu as été agoraphobe, ces 5 années, voire même ces 7 années, si je comprends bien? Alors, donc, au début, j'ai vraiment eu un gros déni. Mhm, Vraiment un gros, gros, gros déni. Donc, moi, à Saint-Martin, je faisais l'école, par correspondance, je faisais le CNED. Donc du coup, moi, c'était une méthode qui me convenait très bien. Donc j'avais demandé à mes parents de continuer à faire le CNED en France, donc ils étaient d'accord. Donc du coup, la rentrée scolaire, beh, pour moi, ça se passait de chez moi, donc il y avait pas de souci particulier. Et donc les 3 premiers mois, vraiment gros déni. Ça a été très compliqué parce qu'en fait, quand on est rentré de Saint-Martin, on a déménagé chez mes grands-parents le temps de trouver une maison. mhm. Et on a déménagé donc du Vaucluse dans le Var vers, à Toulon, on a déménagé. Et concrètement, le déménagement de 2 heures de route a été un enfer. Ça a été un enfer comme pas permis. Je faisais que des crises d'angoisse. Je refusais que mon père conduise sur l'autoroute. On a dû faire toute la route et le déménagement sur les voies nationales. Parce que quand j'étais en fait sur l'autoroute, je pétais des câbles en fait dans la voiture, concrètement. Mhm. Arrivée à Toulon, je me suis, beh, enfermée dans la nouvelle maison qu'on avait et je ne sortais plus de ma chambre. Ma mère a essayé beaucoup de communiquer avec moi, de me dire qu'il y avait un souci. Ma mère était, très alerte à ce niveau-là. Elle a commencé à me dire qu'il faudrait peut-être qu'on voit quelqu'un et cetera et moi j'étais vraiment dans un déni. Je pense que là, j'ai plongé concrètement dans une dépression. Mais je ne sortais plus, quoi. J'allais pas au supermarché, j'avais pas d'amis parce que je venais de déménager dans une nouvelle région. J'avais pas de connaissances, mais je ne voulais pas en faire, enfin bon bref. Mhm. C'était assez chaotique, cette période-là et donc après ces 3 mois de déni, j'ai accepté de voir une psy. J'ai accepté de voir une psy, donc une super psy vraiment. Je suis vraiment contente parce que c'est pas une enfin, c'est de tomber pour la première fois qu'on va voir une psychologue sur quelqu'un de très bien qui a vraiment bien compris ma pathologie et qui a commencé à faire ce qu'on appelle une thérapie comportementale que j'ai fait pendant 2 ans avec elle. D'accord. Donc une TCC. Donc en fait, la TCC, c'est qu'on ne va pas se concentrer sur la source du problème, on s'en fout, on va se concentrer sur l'action et sur, le mouvement, en fait, on va dire. Donc c'est-à-dire qu'avec cette psy, je réapprenais à sortir, je réapprenais à gérer mes angoisses, je réapprenais à avoir confiance en moi, et cetera. On a fait beaucoup d'art-thérapie, j'ai commencé un peu à travailler avec des huiles essentielles aussi à ce moment-là. Donc, j'ai commencé à petit découvrir un petit peu toutes les médecines parallèles, à faire également de l'énergétique. Et concrètement, ben, en fait, pendant 5 ans, j'ai été enfermée chez moi et j'enchaînais les séances de thérapie en tout genre. En tout genre, je pense que j'ai tout testé, vraiment, vraiment tout testé. J'ai testé autant de l'hypnose que de l'EMDR, des thérapies comportementales, des psychanalyses. J'ai testé aussi des techniques très très parallèles comme des voyages chamaniques, de l'hypnose chamanique. J'ai testé des énergéticiens en tout genre. Enfin bon, bref. Donc pendant 5 ans, ma vie était rythmée par les thérapies. Toutes les semaines, j'avais des séances, des thérapeutes qui venaient à domicile. Je ne me déplaçais jamais, bien sûr, parce que c'était pas possible pour moi. Euh, donc pendant 5 ans, ça a été vraiment très dur mentalement. Mhm. Ça a été vraiment toucher le fond concrètement. Je pense que je ne pourrai jamais plus retoucher le fond comme ça dans ma vie parce que c'était dans ma zone de confort, j'étais bien parce que je sortais pas. Donc, du coup, j'étais bien chez moi, je faisais ma petite vie, etc. Mais j'étais vraiment limite, ça me rassurait. Mais sauf que le fait de rester dans sa zone de confort, on s'enfonce là-dedans. Mhm.
Et beh, c'est pas une vie, quoi. Concrètement, c'est pas une vie. Donc pendant 5 ans, voilà, j'avais pas d'amis, je voyais personne, je ne sortais pas, je n'ai pas fait de restaurant, je n'ai pas fait tout ça. J'ai vraiment, loupé, on va dire, la fin de mon adolé de le milieu, fin de mon adolescence. Mhm. Hem, voilà, au niveau vraiment psychologique, je pense que je me confortais dans cette situation. Pour moi, c'était vraiment confortable, en fait. Hem, j'ai mené tant bien que mal mes études. J'ai validé, ma terminale, mais je n'ai pas eu mon bac parce que je n'ai pas pu, je ne me suis pas sentie capable d'aller, passer l'examen alors que ma psychologue de l'époque avait demandé un aménagement, en fait. Donc je passais normalement le bac au mois de septembre dans une salle seule avec un seul surveillant et ma mère pouvait m'accompagner dans la salle. Donc j'avais, eu l'acceptation de cet aménagement-là, mais je me suis pas sentie capable, en fait, la veille, de partir, au bac. Donc j'ai voilà, j'ai pourtant j'étais une très bonne élève, hein, j'avais de très bonnes notes en terminale, il y avait j'étais bien préparée pour passer mon bac, mais je me suis pas sentie. Hem, voilà, ça a été vraiment une descente aux enfers, complète, en fait. Il y a eu, beaucoup de moments qui ont été très noirs. Avec, des envies de suicide, avec, je n'ai jamais passé le cap, parce que, je savais que ma mère était là, ma mère me soutenait. Ma mère, pendant ce processus de 5 ans aussi, a entamé une formation de psychologue pour m'aider, pour moi. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, parce que, beh, justement, en fait, on enchaînait tellement les psychothérapies et elle voyait que rien marchait qu'à un moment donné, elle s'est dit: «Il faut que je trouve une solution, en fait». Mhm. Donc, pour elle, la solution, c'était de se former. Il y a eu aussi plusieurs périodes qui ont été vraiment, vraiment très, très sombres où j'étais vraiment dans des périodes où même, le fait de rester seule était handicapant pour moi et me provoquait des crises d'angoisse. Donc le fait juste, beh, par exemple, que ma mère parte faire des courses, alors c'est vrai que la configuration à ce moment-là, parce qu'on du coup, on était partis à Toulon. Entre-temps, on a redéménagé aussi dans le Vaucluse parce que, beh, c'était compliqué pour moi. Il fallait que enfin, mes parents ne savaient plus vraiment quoi faire. Donc ils pensaient que c'était peut-être le fait que je sois dans une région que je connais pas et cetera. Donc du coup, on a redéménagé dans le Vaucluse avec toutes les péripéties aussi d'un déménagement avec une agoraphobe. Donc c'est-à-dire pas d'autoroute, c'était pas possible, que des nationales. Je me suis entraînée comme un marathonien pendant des semaines à cette idée-là de faire, 3 heures de route pour déménager. Enfin, c'est vraiment, particulier, le mental d'un agoraphobe, hein. Ouais, ça a été toute une préparation, si j'ose dire, juste pour déménager, entre guillemets, quoi. Juste pour faire, 3 heures de route. D'accord. Ah oui, ouais, c'est assez incroyable. Ouais, d'accord, d'accord. Et même, dans la voiture, c'était, donc j'avais, mon coussin, ma couette pour me réconforter parce que c'était les seules choses qui me réconfortaient. J'avais, à manger et à boire, je pense pour, 15 ans. J'avais, des médicaments, enfin j'avais tout, une voiture de guerre en fait, concrètement pour un déménagement. Ouais, t'avais fait ta petite bulle, mais dans la voiture, en fait, pour le Ouais, déménagement. c'est D'accord. ça, c'est ça. J'avais recréé ma bulle, pendant le déménagement. J'avais fait plusieurs hypnoses, j'avais fait au moins 6 ou 7 hypnoses, pour me préparer juste aux 3 heures de route, donc c'était assez hard. Il y a vraiment eu des moments très compliqués, vraiment des moments, très compliqués. C'est surtout, de aujourd'hui, quand je le regarde avec le recul, je le comprends, mais je me dis que je comprends, en fait, toutes les personnes qui ne m'ont pas compris pendant cette période-là. Parce que c'est quand même assez particulier quand tu as juste 3 heures de route, en fait, à faire. C'est pas le bout du monde. Enfin, c'est compliqué, vraiment le regard extérieur, quand on est agoraphobe. Oui, De ouais, de ce c'est peut-être le genre de choses qu'on a du mal à croire si on l'a pas vécu, quoi. La manière dont tu l'expliques, c'est vrai que après exactement. tout, 3 heures, c'est 3 heures, mais oui, pour un agoraphobe, ça n'a rien à voir, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est toute une vie. C'est 3 heures de route, c'est une préparation mentale de dingue. D'accord. Ouais, Donc voilà, je reviens un instant sur ce que tu disais. 5 ans, c'est absolument énorme. Enfin, déjà 6 mois ou un an, j'ai du mal à l'imaginer. Je me dis, mais en fait, un an à rester chez moi, je pense que je deviendrais fou. Et en fait, tu l'as un peu dit. Est-ce que, bon, après, toi, tu as été aidé, tu as été soutenu, heureusement. Mais est-ce que finalement, le fait de rester chez soi à longueur de journée et surtout au fil des semaines et au fil des mois, est-ce que ça n'a pas tendance à empirer finalement si tu n'es pas, si t'es pas entouré? ah complètement. Mais moi je suis persuadée que ma guérison, elle est due, en grande partie parce que j'ai eu des proches très compréhensibles à ce niveau-là.
Je D'accord, pense que sincèrement, si j'avais eu, alors les proches vraiment qui m'ont entourée pendant cette période-là, c'était mes grands-parents et ma mère. Et donc ça a été vraiment ces 3 personnes-là qui ont été là pour moi, qui faisaient tout pour moi. Je pense que s'ils n'avaient pas été là, je pense que ça aurait très mal fini. d'accord, Parce que vraiment, moi, ce qui m'a tenue, c'est vraiment ces 3 personnes-là autour de moi qui me soutenaient, qui me disaient: «On va trouver une solution, il y a toujours de l'espoir, t'inquiète pas, on va tenter une nouvelle thérapie, si ça marche pas, c'est pas grave, il faut tenter, il faut essayer dans la vie» et je pense que c'est vraiment eux qui m'ont tenue concrètement. Je pense que vraiment, avec ma mère, on en a beaucoup discuté à ce niveau-là. Je lui ai dit à plusieurs reprises: «Si tu n'avais pas été là, je pense que je ne serais plus là». d'accord. Donc Parce que c'est horrible, en fait, quand tu es pas compris dans tes angoisses, quand tu c'est irrationnel, c'est de ta part, hein, de toi-même. Tu sais que c'est pas normal. Tu sais que d'avoir une crise d'angoisse parce que tu vas sur ta terrasse, c'est pas normal. Tu le sais très bien, tu en es très bien conscient, tu es pas dans le déni de ça, mais c'est irrationnel pour toi, c'est tu ne peux pas. d'accord. Donc en fait, quand l'autre, te juge en plus de ça là-dedans, c'est encore pire. Ouais et puis enfin, moi, la manière dont tu le dis, ça donne l'impression que ça doit créer des nœuds dans le cerveau, si j'ose dire. Parce que, comme tu dis, Oui. tu es consciente qu'il y a rien de dangereux et malgré tout, tu as peur et tu ne peux pas le faire. Et donc oui, enfin, oui, s'il y a de quoi vraiment devenir fou au sens propre, en fait. C'est ça, c'est ça. D'accord. Donc, ouais, concrètement, ma période d'agoraphobie et ces 5 ans ont été autant destructifs qu'ils ont été constructifs par la suite parce que c'est aussi tout ce que j'ai appris en fait parmi ces thérapies que j'ai faites qui ont fait aujourd'hui la personne que je suis. Mhm. Et c'est vrai que 5 ans de destruction où on arrive en fait au plus bas, à plus bas que terre, mais vraiment à plus bas que terre, aujourd'hui, j'ai une rage de vivre qui est incroyable, en fait, et je profite de chaque moment parce que je sais que, ils peuvent ne pas être éternels et j'ai tellement loupé dans ma vie que voilà. Est-ce que, c'est vrai que je t'ai pas posé la question, mais est-ce que tu penses que tu aurais une vie différente aujourd'hui si tu n'avais pas été agoraphobe? Est-ce que ta vie serait différente, tu crois? Ah oui, totalement, mais D'accord, totalement, d'accord. C'est totalement. intéressant, d'accord. Je pense que je ne serais pas autant heureuse dans ma vie. Ouais, c'est fou, hein, c'est fou. Et en même temps, oui, je crois que j'arrive à comprendre, oui, ce que tu veux dire. Oui, quand on descend au plus bas, après, c'est comme si tu. On peut que remonter. Ouais, c'est ça. Et puis tu captes peut-être mieux la valeur de la vie qu'une personne moyenne, en fait. Totalement, totalement. D'accord. Je t'ai pas demandé non plus, mais pendant ces 5 années où tu étais vraiment dans le dur, si j'ose dire, tu n'avais donc que tes grands-parents, tes parents. Tu n'as pas réussi à accueillir des amis ou d'autres membres de ta famille? C'était impossible? C'était ouais, quasiment impossible. J'ai tenté à plusieurs reprises de voilà, mes parents qui faisaient venir, parfois des amis à eux ou des choses comme ça. Oui. C'était compliqué. Heu, vers la à la 5e année, j'avais rencontré quelqu'un, donc sur un site de rencontre. Je m'étais inscrite sur un site de rencontre. J'avais rencontré quelqu'un, mais qui était, totalement dans l'incompréhension face à ça. Mhm. Donc c'était encore plus compliqué à gérer. Mhm. C'était encore plus limite, plus enfonçant qu'autre chose. D'accord. Parce que voilà, quand tu rencontres quelqu'un, beh, concrètement, on s'était rencontrés chez moi parce que je lui avais expliqué un petit peu tout ce que j'avais vécu, enfin tout ce que je vivais, pas ce que j'avais vécu, mais tout ce que je vivais. On s'était rencontrés chez moi, on ne se voyait que chez moi et il ne comprenait pas pourquoi, beh, on ne pouvait pas aller au resto, au bout de mon chemin, quoi. Il ne D'accord. comprenait pas pourquoi, je ne pouvais pas des fois, parfois sortir de ma chambre. Il ne comprenait pas pourquoi, parfois j'étais pas bien. Donc ça a été plus une relation qui a été enfonçante pour moi, qui au début m'a donné confiance, m'a donné une envie aussi de sortir parce qu'au bout d'un moment, en fait, on ne voit plus le but, on ne voit plus l'envie. On se dit: «Mais en fait, pourquoi sortir? De toute manière, tu as pas d'amis, de toute manière, tu as pas de boulot, de toute manière, tu as pas de diplôme, de toute manière, tu as plus rien. Donc Oui, c'est pourquoi, en fait, autant rester chez moi?» oui, c'est un cercle en fait. Au fil des mois, au fil des C'est années, ça, bah, t'as plus personne ou de moins en moins de monde et c'est d'accord, ok. c'est ça. D'où l'importance d'être entouré, si je comprends bien. Est-ce que tu as encore des choses à dire donc sur cette fameuse période, juste ces 5 premières années où tu étais vraiment dans le dur? Est-ce que tu as des anecdotes ou est-ce que tu veux passer à la suite plus sur la phase guérison? Au niveau des anecdotes, non, j'ai rien d'autre à dire. Ouais, c'était vraiment, 5 années dans le dur, quoi. Mais vraiment, avec très peu de vagues, on va dire, hautes, quoi.
Ouais, Vraiment très peu de vagues de bonheur, quoi. ouais, c'est difficile à imaginer, quoi. C'est incroyable. Mais de temps en temps, pendant ces 5 années, t'arrivais quand même à sortir un peu. Est-ce que t'arriverais à dire combien de fois t'as réussi à sortir de chez toi durant ces 5 années, ne serait-ce que pour aller en bas de l'escalier, à la porte, enfin ce genre de choses, quoi, ou sur la terrasse? Est-ce que tu t'en souviens? Vraiment pas beaucoup, hein. Genre moins Vraiment de pas 10 fois, quoi, beaucoup. par exemple. Donc il y avait eu le déménagement à Toulon. Oui. Après, à Toulon, j'avais fait quelques sorties avec ma psy. Donc ma psy qui, en fait, m'accompagnait dans les sorties. Mhm. Mais on n'en avait pas fait beaucoup parce que, beh, c'était toujours un calvaire pour moi. D'accord. À un moment donné, j'avais commencé à refuser les sorties qu'elle voulait me proposer, donc on faisait que du travail de fond, de parole, parce que pour moi, c'était vraiment trop compliqué. Donc ouais, je dirais, vraiment 5 ans, concrètement moins de 50, quoi. Après, j'ai redéménagé dans le Vaucluse. Mhm. Heu, Dans le Vaucluse, pareil, hein, ouais, pendant 3 ans, je suis vraiment pas sortie de la propriété de mes grands-parents, quoi. D'accord. Vraiment, pendant 3 ans, ouais, j'ai pas de souvenir, ouais, je dirais moins de même 20 fois, quoi. D'accord. Ouais, et puis en plus, on peut imaginer que ces quelques très rares sorties, c'était vraiment des pseudo-sortir pour dire que t'es sorti de chez toi, quoi. Mais c'était pas pour faire le tour du monde, hein, Ouais. si j'ai bien compris, ouais. Ah non, 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 c'était, pour aller peut-être, sur la terrasse ou pour peut-être aller chez mes grands-parents pour le repas de Noël ou des délires comme ça. Et D'accord. pareil, hein, par exemple, le repas de Noël chez mes grands-parents, il y avait juste des escaliers à descendre, mais c'était le combat, hein. D'accord. C'est incroyable. Enfin, rien que d'y penser, j'ai des sueur quoi. C'est impressionnant. 5 ans comme ça, enfin, c'est... Ouais, encore une fois, c'est pas quelques mois, quoi. C'est plusieurs années. C'est... Ouais, Mmh. c'est une partie de ta vie, en fait, d'une certaine manière, hein. 5 ans, surtout à Ah l'âge que beh tu oui, as. D'accord. c'est ça, c'est ça. Bon. Parlons de choses un peu plus positives. Comment est-ce que tu as réussi à t'en sortir finalement? Donc c'est un processus qui s'est fait sur 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé du coup pour la guérison? Qu'est-ce qui a marché dans toutes les méthodes que tu as abordées tout à l'heure? Alors, ce qui a marché, en fait, ça a été à un moment donné un peu un pétage de câble. Concrètement, ça faisait, je pense que c'était la 50e thérapie que je commençais. Mhm. C'était la 50e hypnose. Alors, peut-être que ça a été le déclic, hein, peut-être que ça a été l'hypnose qui m'a créé un déclic. Mais je me suis dit, faut que, en fait, concrètement, vraiment, mon état d'esprit à ce moment-là, c'est qu'il faut que je me prépare à la guerre. Et je D'accord. me suis préparée à la guerre. Donc, c'est-à-dire que tous les jours, mais sans exception, pendant 2 ans, j'allais toujours à 1 mètre de plus de ma zone de confort. D'accord. Donc, le premier jour, en fait, c'était d'aller sur ma terrasse. Le deuxième jour, je descendais 3 marches de ma terrasse. Le quatrième jour, c'était la moitié des marches de ma terrasse. Quatrième jour, c'était d'aller en bas des escaliers de ma terrasse. Cinquième jour, c'était juste de monter dans une voiture. Sixième jour, c'était de monter dans une voiture et de démarrer une voiture. Enfin, de démarrer, j'avais pas le permis, hein, parce qu'à cette époque-là, j'avais 21 ans et j'avais du coup pas pu passer mon permis. Mhm. Donc du coup, c'était ma mère, en fait, qui m'a aidée là-dedans et qui, à chaque fois, m'accompagnait dans toutes mes sorties. D'accord. Et après, ben voilà, c'était le lendemain de démarrer la voiture et de faire 10 mètres avec la voiture, et puis 15 mètres, et puis 20 mètres, et puis D'accord. Ça a été etc., un etc. processus très très long alors. Très, très long, très, très long. La première année a été compliquée, vraiment, la première année, mais elle a été beaucoup plus joyeuse que les 5 ans enfermés, malgré que je provoquais l'angoisse, hein, concrètement, hein. Et oui. Parce que pendant ces 5 ans, en fait, on va dire que les 2 premières années, j'avais des crises d'angoisse quotidiennes, mais après, ça se calmait parce qu'en fait, je ne sortais plus, je n'allais plus face à ma peur. Donc du coup, il y avait plus de souci à ça. En fait, genre, je n'avais plus de crise d'angoisse. Mais par contre, voilà, au-delà en fait, de cette année-là, je me provoquais en fait des crises d'angoisse. J'allais vraiment à la provocation de ces crises d'angoisse. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'au bout de 6 à 7 mois, c'est devenu un jeu. Ah, Je l'ai d'accord. vraiment pris comme un jeu et comme une addiction, en fait, au final, de me provoquer des crises d'angoisse, alors que c'était ma plus grande peur, parce que vraiment, l'agoraphobie, c'est la peur de la peur. On ne Hmm. va pas aller à un endroit parce qu'on a peur d'avoir une crise d'angoisse ou qu'on a peur de quelque chose, en fait, à cet Hmm. endroit-là. Et en fait, c'était vraiment devenu des pics d'adrénaline où j'avais besoin de ça. D'accord. Et enfin, c'était très, très, très intéressant, en fait, cette période-là, parce que ça a été un an qui ont été très durs nerveusement. Mhm. Beh, parce que tous les jours, j'allais vraiment dépasser mes limites. J'avais surtout un objectif à ce moment-là, c'était d'aller passer mes examens de naturopathie parce que donc quand j'ai pas pu avoir mon bac, en fait, je suis partie en études de naturopathie.
Mhm. Et il fallait que j'aille passer mes examens et mes examens se passaient à côté d'Agen, donc à plus de 7 heures de route. D'accord. Donc j'avais en fait 1 an d'objectifs face à moi, enfin 1 an et demi j'avais de me dire, en gros, tu dois être capable de te taper 7 heures de route, 10 jours d'examen Mhm. et de rentrer chez toi en fait. Ouais, Enfin, c'était une préparation, quoi. voilà, je me suis vraiment préparée à ça pendant 1 an Mhm. et c'était vraiment mon objectif. Et après, il y a eu aussi tout le côté où j'ai commencé à réapprendre à sortir sans ma mère. Mhm. Parce que forcément, ma mère était devenue quelque chose de calmant parce que c'est elle qui a commencé à me faire sortir. Mhm. Donc à ce moment-là de ma vie, j'ai rencontré quelqu'un. Mhm. Et du coup, j'ai commencé à sortir avec lui. D'accord. Mais pareil, ça, c'était un petit peu plus compliqué parce que, en fait, si vous voulez, un agoraphobe, quand il vous dit faut qu'on rentre, faut rentrer. D'accord. De C'est pas suite. pour rigoler, quoi. Ok, d'accord. Non, si vous êtes avec un agoraphobe, le conseil, il vous dit il faut rentrer, c'est maintenant parce qu'on a vraiment ce truc où on va chercher la limite. Et D'accord. généralement, quand on dit on rentre, c'est que la limite, elle ne peut pas aller au-dessus. Ok. Ouais, et c'est ça, les gens Donc, autour le voient pas, en fait. C'est-à-dire, toi, t'es à la limite, mais pour la personne qui est à côté de toi, bah, tout est normal, tu sors, voilà, tout va oui, bien. D'accord. Donc les gens le voient même pas, en fait, que toi, t'es à la limite. c'est Et... ça. D'accord. Et puis, ce qu'ils comprennent pas, c'est que autant ça peut faire 3 heures qu'on est dans le même lieu avec les mêmes gens, enfin, qu'il n'y a rien qu'à changer, mais que là, c'est 2 minutes de trop, en fait. Oui. C'est Ok. c'est- 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 c'est ça qui est très paradoxal en fait dans l'agoraphobie, et que mon ex ne comprenait pas à ce moment-là dans ma vie, c'est que parfois on partait en soirée et que là c'était le moment en fait où il fallait rentrer. Ok. C'était vraiment le moment. Mais pourtant il me disait mais ça fait 3 heures qu'on est là, ça fait 3 heures qu'on est avec mes amis, pourquoi là, là? Mais non parce que c'est là en fait. Ouais, c'est comme ça que C'est tu le c'est sens, quoi. c'est c'est ça, c'est comme ça que je le sens et c'était surtout que là j'ai atteint ma limite. Je peux pas encaisser plus en fait. Pendant D'accord. 3 heures de temps, tu prends sur toi, tu prends sur toi, tu prends sur toi. Tu camoufles ton angoisse, mais sauf qu'à un moment donné, en fait, tu ne peux plus. Ok. Donc si je comprends bien, à ce moment-là, on peut définir que dans ta guérison, tu étais quand même vachement avancé parce que c'était déjà une phase où tu arrivais à sortir de chez toi, aller en soirée, à ce genre de choses. Ouais, Mais malgré tout, t'étais pas tout à fait soigné alors. non. Voilà, j'étais pas tout à fait soignée, j'avais toujours en fait un petit fond d'angoisse. Mhm. Quand je partais chez des amis, ou dans des lieux. Alors après, c'est vrai que le fait qu'avec mon ex, on a commencé à avoir une routine, en fait, ça m'a beaucoup aidée. De, tu vois, toujours revoir les mêmes personnes dans les mêmes lieux, dans les mêmes restaurants, Mhm. etc. En fait, j'ai commencé à sortir sans fond d'angoisse parce que je savais ce qui allait se passer. D'accord. Je pouvais tout prévoir. Je pouvais prévoir qu'on était dans tel restaurant, qu'il y avait tel serveur qui allait me servir, qu'on était dans tel lieu en fait, avec tel ami. Les discussions à peu près comme elles tournent souvent dans le même sens, quoi. Enfin voilà. Du coup, en fait, toute cette routine de sortie à l'extérieur a commencé à me rassurer sur l'extérieur. D'accord. Ok. Ouais, donc la routine aide les agoraphobes, alors si je comprends bien, d'une certaine manière. C'est ça, la routine, en fait, elle permet de bien ancrer ça. Mais par contre, il faut pas non plus rester dans sa zone de confort. C'est-à-dire que moi, pendant 2 ans, j'avais toujours des défis de toujours aller plus loin, toujours aller, etc. Mon défi ultime, c'était de partir en voyage. D'accord. Parce que je suis une passionnée de voyage. Mes parents, ils ont beaucoup voyagé pendant mon enfance et j'ai toujours été trimballée à droite, à gauche. Enfin, voilà, on partait 2, 3 fois par an en voyage. Je suis partie au Mexique, j'ai fait beaucoup d'îles des Antilles, etc. Et ça faisait du coup 7 ans que j'étais pas partie en voyage. Et je me suis posé le défi. Je me suis dit, le jour où je prendrai l'avion pour partir dans un pays étranger, je serai guérie. D'accord. Et c'est ce que j'ai réalisé en 2019, D'accord. où je suis partie 3 semaines à Bali. D'accord. Donc tu as réussi à le faire, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que toute ma conception mentale a commencé à changer à partir de ce voyage où en fait, j'ai plus eu de fond d'angoisse, Ok. en fait. Et durant ce voyage, ouais, t'as réussi à être en mode détente. Ça s'est bien passé alors. Alors il y a eu, juste un moment où j'ai pas forcément été très bien en fait, c'était, la 2e semaine, j'ai fait une petite je me suis fait une entorse en fait, je suis tombée dans une rivière et c'est vrai que, j'ai commencé un petit peu j'ai enfin j'ai passé 2 jours pas forcément très bien
parce que j'étais dans un pays inconnu. Je savais pas si je m'étais fracturé le pied ou pas. Je savais pas, voilà, je parle pas très bien anglais, donc pour se faire comprendre. J'étais allée voir des médecins balinés, mais bon, tu te dis, c'est pas quand même la même sécurité au niveau soins qu'en France. Mhm. Donc j'ai eu, voilà, j'ai passé 2 jours seule à l'hôtel sans pouvoir rien faire. Donc c'est des moments où tu rumines. Donc après, ce qui m'a beaucoup rassurée, c'est que donc pendant ce moment-là, je parlais beaucoup avec ma mère. Et ma mère me disait, mais en fait, aujourd'hui, les angoisses que tu as, c'est des angoisses que tout le monde pourrait avoir. Oui. Parce que, ben oui, forcément, tu es à 10 000 kilomètres de chez toi, tu viens de te faire une entorse, tu peux pas, tu sais que tu peux pas faire de radio, tu sais que tu peux pas te faire soigner correctement, tu sais pas si c'est une entorse, Mhm. tu sais pas, etc. Donc, du coup, elle me disait, aujourd'hui, calme-toi parce que, aujourd'hui, calme-toi parce que les angoisses que tu as, elles sont normales, en fait. Ouais, oui, oui, bien sûr. Vu comme ça, oui, d'accord. Ok. Donc ça a été la fin de ta guérison, quoi, si j'ose dire, ce voyage. Pour moi, ouais, pour moi, oui, pour moi, ça a été vraiment, moi, c'est l'élément marquant. Après, 6 mois auparavant, j'avais réussi à passer mon permis. Mhm. J'arrivais à, voilà, à prendre la voiture, à partir à plus de 2 heures de route de chez moi. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'avais comme des petits fonds d'angoisse. D'accord. Ok. Voilà. Et mais finalement, ça s'est résorbé, si j'ose dire, progressivement. Donc au fil des sorties que tu faisais de plus en plus loin, tu as parlé tout à l'heure du psychologue, de l'hypnose, beaucoup. Tout le long, ça, tout le long, l'hypnose, tu t'es jamais arrêté alors. Le psy, pareil. Si, en gros, le jour où j'ai commencé à ressortir, en fait, à me donner ce challenge où je me suis dit, je pars à la guerre, en fait. Mhm. J'ai arrêté toutes les thérapies. Ah ouais, donc tu t'es vraiment mis, ouais, tu partais à la guerre, quoi. C'est le cas de le dire, ouais, d'accord. C'est Ok. ça, c'était vraiment, je ne voyais plus aucun thérapeute, je ne faisais plus rien au niveau thérapie et je me suis dit de toute manière, tu t'es retourné la tête dans tous les sens pendant 5 ans avec des thérapies dans tous les sens, avec des psychanalyses, avec des TCC, avec de tout. Maintenant, tu te connais, tu sais, tu as appris à gérer tes angoisses, tu as appris des techniques de respiration, tu as appris tout ce qu'il faut. T'as plus besoin voilà, de refaire encore des thérapies. Donc, c'est vraiment à ce moment-là où ça a été un déclic. C'était en 2016, été D'accord. 2016, Ok. Et le fameux voyage à Bali, c'était l'année dernière, en 2019, donc. 19, c'est D'accord. ça. Donc c'est assez récent, hein, parce qu'à l'heure où on tourne ce podcast, on est durant l'été 2020. Ouais. Et alors du coup, depuis un an, est-ce qu'il y a des séquelles? Comment tu vis aujourd'hui? Alors, j'ai plus qu'une seule séquelle qui est mineure, mais qui est un peu chiante, on va dire. C'est que, par exemple, quand je suis dans un lieu public, je ne peux pas m'enfermer dans les toilettes. Ah d'accord. Ou m'enfermer dans un endroit comme ça. C'est très anxiogène pour moi Mhm. parce que j'ai la peur de rester bloquée en fait et que personne ne vienne m'aider. D'accord. Ok. Donc, du coup, en fait, c'est le seul truc que j'ai qui me reste en fait. Mais par contre, voilà, sortir, aller boire un café toute seule, il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment aucun souci pour ça. Mais quand par exemple je vais au restaurant ou que je vais avec des amis au restaurant, généralement je demande toujours à une copine à moi de m'accompagner aux toilettes. Bon, j'ai envie de dire, comme je suis une nana, ben, ça passe un peu inaperçu Oui, parce qu'on va toujours en troupeau aux toilettes c'est ça. généralement. Donc du coup voilà, mais c'est vrai que c'est le seul truc où si j'y vais généralement, je prends mon téléphone avec moi. D'accord. Par Voilà, sécurité, quoi. Mm. si j'y vais seule, je prends mon téléphone avec moi, je ferme pas la porte, voilà, c'est le seul truc qui me reste. Voilà, il y a ce côté un petit peu enfermement, alors que pourtant dans l'avion, il n'y avait pas de problème, parce que j'ai un peu ouais, ce côté un peu claustro en fait. En fait, c'est limite l'inverse. Avant, c'était l'extérieur qui me fait peur, maintenant, c'est d'être enfermée. Euh, Comme par exemple, là, j'ai acheté une voiture récemment, donc une voiture qui est assez moderne. Et en fait, quand j'ai commencé à rouler avec elle, enfin, à prendre la voiture, en fait, elle s'est fermée. Ah oui, ok. La fermeture automatique. Et en fait, j'ai eu un petit rebond d'angoisse en me disant, oh putain, je suis enfermée dans ma voiture. D'accord, ok. Et en fait, ça s'est de suite calmé en me disant, bah, en fait, t'as des vitres, au pire, tu casses des vitres, en fait. Oui, oui, oui. Mm. D'accord. Donc voilà, mais voilà. Et après, il y a eu aussi, mais pendant la période du confinement,
Mhm. au tout début du confinement, où la première semaine a été un petit peu angoissante pour moi, parce que j'ai eu peur, en fait, que ce confinement me recrée des angoisses. D'accord. Parce que c'est vrai que j'ai toujours ce défi d'aller toujours plus loin hors de ma zone de confort. Et là, en gros, on me disait, il faut que tu restes dans ta zone de confort pendant longtemps. D'accord. Ouais, c'était un Et je me retour suis dit, à quelque chose que tu voulais surtout pas. En fait, ça te faisait repenser peut-être à ce que tu avais vécu finalement. c'est ça. Mais du coup, en fait, j'étais angoissée d'être enfermée. J'étais pas angoissée j'étais angoissée de ne plus pouvoir sortir, en fait. Donc, ça m'a vraiment fait un effet inverse. Bon, après, Mhm. ça s'est très vite calmé parce que, voilà, quand la première fois, en gros, au bout d'une semaine de confinement, je suis retournée faire des courses en supermarché, que j'ai vu que j'avais pas d'angoisse, je me suis dit, bon, en fait, ça pourra jamais revenir, quoi. Mm. Oui, 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 Donc, d'accord. voilà. Ok. Bon. Très intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour clore cet entretien? Ce que j'aimerais dire, c'est à toutes les personnes qui m'écoutent, qui sont agoraphobes ou qui ont un proche agoraphobe, c'est de toujours garder espoir. C'est vrai que l'agoraphobie, c'est compliqué, c'est très long. C'est très long comme pathologie. Ça peut durer des années, mais il faut vraiment, vraiment garder espoir. Je vous dirais qu'il y a pas de secret, de toute façon. Une pathologie d'agoraphobie, il faut sortir de sa zone de confort et aller face à ses peurs. Il faut les confronter pour vraiment les dédramatiser et sortir de ça. Mais vraiment garder espoir. Moi, c'est vrai que pendant tout mon processus d'agoraphobie, pendant 5 ans, j'étais beaucoup sur des forums et limite, c'est beaucoup plus, démoralisant d'aller sur des forums, d'agoraphobes parce qu'on voit des personnes que ça fait 15 ans qu'ils ont pas sorti de chez eux et on se dit: «Mais en fait, moi, ça fait déjà 3 ans que je suis là-dedans, mais jamais je vais m'en sortir si le mec, ça fait 15 ans qu'il est là-dedans, qu'il s'en est pas sorti». Donc du coup, c'est vrai que voilà, il faut, vraiment, garder espoir, se dire que c'est possible, d'aller au front et vraiment à un moment donné, voilà. D'accord. Ouais, c'est toujours facile à dire évidemment, mais il faut essayer peu à peu de se prendre en main ou de se faire aider et d'essayer d'avancer, quoi, en fait. C'est ça. Après, c'est vrai que c'est très intéressant de faire des thérapies pour apprendre à se connaître, tout Mhm. simplement. Moi, ça m'a beaucoup aidé aujourd'hui. J'en tire encore des bénéfices aujourd'hui. Bon, moi, je suis moi-même devenue thérapeute, mais c'est très, très intéressant. Mais à un moment donné, aller voir une psy toutes les semaines, c'est pas ça qui vous fera sortir, hein. C'est vraiment d'aller affronter vos peurs. D'accord, c'est un déclic en fait. Il faut qu'il y ait un déclic de se décoincer, quoi. C'est ça, exactement. D'accord. Bon, eh bien écoute, merci beaucoup. C'était très intéressant, merci. Merci à toi, Damien. Et puis, sans doute, peut-être, alors à bientôt, on verra si on a l'occasion d'enregistrer un autre podcast sur ton métier qui a été plus ou moins en lien avec cette pathologie que tu as eue et donc ton métier de naturopathe. Exactement. Eh bien, merci beaucoup et sans doute à bientôt. À bientôt. Au revoir.